ponctualité pour ceux qui sont là. Certains d'entre vous vont forcément nous rejoindre dans quelques minutes. Voilà, je vais faire une présentation très courte et surtout, Bougnol, que nous sommes ravis d'accueillir ce soir, va se présenter plus en détail. Il est maître de conférence, c'est un juriste. Il est aussi vice-doyen de la faculté de droit et de sciences éco de l'université de Perpignan. Donc voilà, on est ravis, vous savez, voilà, d'élargir notre horizon champenois et d'accueillir des personnes, des personnalités, des chercheurs, des universitaires d'autres contrées. Et voilà, son petit accent va nous donner un peu de soleil, on en est vraiment ravis. Et voilà, c'est la thématique ce soir, et une thématique juridique, et on va sur les terrains aussi du sport. Donc on va traiter de ces sujets, du droit du vin, du droit du sport, et des liens de ces problématiques-là. Donc c'est un sujet évidemment intéressant, plus connu des spécialistes, parce que justement un peu masqué finalement, et de fait, puisque l'enjeu est un peu voilà, de faire les choses peut-être dans les coulisses plus que de manière transparente, et on va parler de toutes ces choses-là. En tout cas, alors voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu, qui sont arrivés après, on laisse exprès vos micros et vos caméras fermés pour que ça soit plus simple, et au niveau technique, ça se passe, il n'y a pas de problème de larcène, etc. Vous savez qu'en général, enfin, pas en général, on laisse toujours la parole à l'issue de nos conférences au public. Là, de la même manière, pour des soucis d'efficacité, on Ju- propose. Juste, pardon, excuse-moi Franck, si tu touches un peu trop ton ordi, ça grésille justement. Il y a beaucoup de frottements, on entend beaucoup de frottements. On vous proposera de poser vos questions via le chat, hein, où il y a marqué discuter. Et voilà, on sélectionnera, entre guillemets, quelques questions. On essaiera de les regrouper pour les proposer à Romain Bougnol à l'issue de sa prise de parole, afin qu'il puisse vous répondre, et qu'il y ait, voilà, de cette manière, une certaine interaction entre vous et lui. Voilà, mais je lui laisse la parole, et je souhaite à tous une belle conférence. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Je tenais donc tout d'abord à m'excuser de ne pas être présent donc, à Reims. C'était un plaisir pour moi de traverser la France, puisque, donc, comme vous pouvez l'entendre, j'ai l'accent du sud. Je suis situé, donc là, je suis en Narbonne, je suis dans les locaux de la faculté de droit pour être tranquille, pour pouvoir assurer cette conférence. Et malheureusement, donc, j'ai un impératif professionnel demain matin à 9 heures, donc je ne pouvais pas être à la fois à Reims à 9 heures et à Narbonne à 9 heures. Et je le regrette profondément, mais je tenais tout d'abord donc à remercier l'Institut Georges Chapaz pour cette invitation. Je remercie en particulier donc Marion Emer et Franck Dodin pour leur disponibilité, pour le basculement à distance, puisque je crois comprendre que c'est une nouveauté pour les rendez-vous de Bacchus de devoir les assurer à distance. On a souhaité maintenir cette conférence. J'espère que ce que je vais vous présenter pourra vous apporter un certain nombre d'éléments. Et donc, comme vient de le dire Franck Dodin, je suis à votre disposition à l'issue de cette présentation pour répondre à vos questions. Je tenais également donc à vous remercier personnellement, même si je ne vous vois pas. Peut-être qu'en fin de conférence, on pourra éventuellement allumer les caméras, mais vous remercier pour votre participation. J'aurais aimé vous voir physiquement. Comme je l'ai dit, ce n'est absolument pas en raison de la crise Covid, hein, voilà, c'est simplement en raison d'un impératif professionnel. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de monter à Reims pour pouvoir vous rencontrer. Et puis un dernier remerciement, même si je crois qu'il n'est pas encore connecté, mais ce n'est pas grave. Un remerciement donc à Monsieur Théodore Georgopoulos, qui est donc un collègue de l'université de Reims, un juriste, mais également donc un ami avec lequel on travaille assez assidûment sur le droit du vin. Et pour ce qui est donc de ma partie universitaire, donc je suis maître de conférence à l'université de Perpignan, Perpignan via Domitia.
Je suis également donc vice-doyen de la faculté de droit et des sciences économiques et directeur de l'antenne de Narbonne, raison pour laquelle donc, je suis à Narbonne, puisque je réside donc à Narbonne, pas en pays catalan. Voilà, pour ceux qui connaîtraient un petit peu les tensions qui peuvent exister de manière amicale entre les Languedociens et les Catalans. Je suis au cœur du Languedoc, donc à Narbonne, et bien évidemment à l'autre bout de la France. Voilà. Mais je suis avec vous par la pensée et je vais donc vous parler un petit peu de ces relations entre le vin et le sport. Alors pourquoi? Tout simplement parce que donc, je suis responsable d'une licence professionnelle proposée donc, sur l'antenne de Narbonne, de la faculté de droit et des sciences économiques, une licence professionnelle droit vitivinicole, voilà, qui est donc un diplôme bien évidemment reconnu au niveau national et qui peut permettre à des étudiants ensuite d'enchaîner sur le master en droit de la vigne et du vin, comme par exemple le master proposé par M. Georgopoulos. Donc, droit du vin, ça paraît logique. Et pourquoi parler un petit peu de sport? Eh bien, tout simplement parce que j'ai réalisé donc, au cours de mon cursus universitaire une thèse consacrée au droit de la concurrence et au spectacle sportif, puisque donc j'ai une petite particularité, c'est que je suis aussi spécialiste en droit du sport. Voilà. D'où le lien tout trouvé entre le droit du vin et le droit du sport. Et on va voir que ça peut parfois poser un certain nombre de problèmes. Voilà donc pour cette présentation. Simplement, donc, ce que je vous propose, c'est de prendre la parole pendant 25-30 minutes afin de vous présenter un certain nombre d'éléments. Je partagerai parfois mon écran également pour vous montrer quelques petits exemples par rapport à ce que je vais vous présenter. Donc, voilà, ne soyez pas étonnés si d'un seul coup, on bascule en tout petit au niveau du zoom et que vous avez des images qui apparaissent. Voilà. Alors, les liens entre le vin et le sport, ce sont des liens très particuliers puisque le vin et le sport entretiennent des relations, donc, comme je l'ai dit dans ma présentation, assez tumultueuses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé donc d'orienter cette petite conférence autour de deux questions. Une première question qui va être assez rapide, vous allez le voir, et puis une seconde question qui va nous intéresser davantage puisqu'on va justement aborder l'aspect juridique des relations entre le vin et le sport. Une première question donc, qui paraît assez simple puisque donc nous allons entrer dans les fêtes de fin d'année. Nous avons des manifestations sportives qui se déroulent et donc bien évidemment, en ayant été en présentiel, comme on dit, à Reims, j'aurais pu bien évidemment parler donc d'un club sportif que vous connaissez sans doute très bien pour ceux qui sont situés dans la région champenoise, c'est donc le Stade de Reims. Voilà. Stade de Reims qui a quand même une petite particularité, vous ne le savez peut-être pas, c'est qu'il a à sa tête donc un directeur général qui est issu de l'université de Perpignan. Voilà. C'est donc un ancien étudiant de l'université qui travaille aujourd'hui donc pour le Stade de Reims. Voilà. C'est un juriste en l'occurrence puisqu'il a fait une partie de son cursus à la faculté de droit et donc ça c'était pour la petite anecdote. Petite anecdote donc sur les événements sportifs, sur les fêtes de fin d'année, et donc une question qui apparaît légitime, hein, qui est celle tout simplement de savoir si il est possible de boire du vin lors d'une manifestation sportive. La réponse est évidente, hein, elle est positive. Il est tout à fait possible de boire du vin lors d'un événement sportif. Si j'ai pris l'exemple donc du Stade de Reims, mais je pourrais prendre les autres exemples, c'est parce que bien évidemment, il est possible de boire du vin pour un certain nombre de spectateurs, et en particulier donc ceux qui sont dans les loges, et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Bien évidemment, en revanche, il est interdit pour les autres spectateurs qui sont dans les tribunes de pouvoir consommer du vin ou un autre alcool même, hein, puisqu'on peut également dériver sur la bière. Contrairement à d'autres États, il est interdit de consommer de l'alcool au sein même de l'enceinte sportive. Mais au-delà de ces questions qui sont plus des questions de sécurité publique que des questions de consommation, l'autre question qui apparaît intéressante, c'est celle de savoir si les sportifs eux-mêmes peuvent consommer du vin au cours des manifestations sportives.
Alors sur ce point, je ne vais pas entrer dans des débats d'ordre médicaux, hein, puisque je ne maîtrise absolument pas, même si j'ai quand même une certaine idée de la question. Bien évidemment, il est déconseillé de boire du vin avant de participer à une manifestation sportive et davantage, bien évidemment, pendant la manifestation sportive. Après la manifestation sportive, rien ne vient interdire de consommer du vin. Et il est assez fréquent de voir un certain nombre de sportifs, à l'issue de la manifestation sportive, de se désaltérer et plutôt que donc de boire de l'eau ou d'autres alcools, de boire donc du vin. Il aurait même proposé dans les fameuses réceptions d'après-compétition de pouvoir consommer de l'alcool. Mais revenons simplement sur la consommation du vin par un sportif avant et pendant la compétition. Bien évidemment, cela est assez désagréable pour le sportif puisque ce n'est pas recommandé. Et je vais donc vous prendre quelques petits exemples que vous connaissez déjà sans doute. Le vin peut être dangereux pour un sportif, au même titre que les autres alcools. Et d'autant plus s'il le consomme avant la compétition sportive ou pendant la compétition sportive. On a un certain nombre d'exemples, sans rentrer, comme je l'ai dit, dans des débats d'ordre médicaux, on a un certain nombre d'exemples de sportifs qui avaient consommé de l'alcool avant une compétition ou des sportifs qui ont consommé de l'alcool pendant des compétitions, voire même certains, et je vous parlerai d'un sportif qui est assez connu pour cet épisode-là, qui ont donc consommé de l'alcool pendant la compétition sportive, et cela a bien évidemment causé un certain nombre de drames. Il y a un sport qui a été traditionnellement victime de ces consommations excessives, on va dire, puisque bien évidemment, c'est surtout le fait que l'abus d'alcool soit dangereux pour la santé, et l'abus d'alcool est bien évidemment d'autant plus dangereux pour un sportif. On a l'exemple donc traditionnel qu'on peut citer du cycliste Tom Simpson, qui est donc décédé sur les pentes du Mont Ventoux en 1967, et qui, alors, outre la chaleur, outre la prise d'amphétamine, avait également donc consommé du cognac. Et cela a été fatal pour lui, puisque, alors il n'est pas décédé sur les pentes du Mont Ventoux, il est décédé dans l'hélicoptère qui le ramenait à l'hôpital d'Avignon, mais en l'occurrence, c'est un sportif qui a mis en lumière ces problématiques que pouvaient rencontrer les cyclistes, et notamment les cyclistes qui avaient consommé de l'alcool. Puisque si on reprend un petit peu l'histoire très rapide des courses cyclistes, ces sportifs étaient quand même des habitués de la consommation de vin, alors de vin ou de bière, hein, puisque bien évidemment c'est un sport qui concerne la planète entière, mais au début du XXe siècle, on avait bien évidemment essentiellement des sportifs de nationalité française, de nationalité belge, italienne, qui avaient donc traditionnellement l'habitude de consommer certains alcools, et en particulier donc le vin et la bière. Et on a quelques petits épisodes qui sont assez sympathique, on va dire, sans aller jusqu'au drame qu'a connu Tom Simpson. On a notamment l'épisode d'Abdelkader Zaf, donc un cycliste qui était donc de confession musulmane, qui ne consommait donc pas d'alcool, qui n'a donc pas consommé de vin, et qui donc a connu un malaise lors du Tour de France. C'était dans les années 30 de mémoire, qui a connu donc un malaise, et malheureusement pour lui, ce malaise s'est produit donc sur une étape du sud de la France. Et les spectateurs n'ont rien trouvé de mieux que d'essayer de réanimer un petit peu Abdelkader Zaf, et en particulier donc en l'aspergeant d'un liquide qu'ils avaient sous la main. Et vous le savez sans doute, le sud de la France est quand même connu pour être une région viticole assez importante en termes de production. Et donc, ils ont aspergé notre ami Abdelkader Zaf de vin. Ça a eu des conséquences assez sympathiques, vous allez le voir, puisque l'odeur du vin l'a rendu totalement ivre, et il est remonté sur son vélo, et malheureusement pour lui, il est parti à contresens. Voilà. Donc, c'est une petite anecdote qui montre que
Alors là, en l'occurrence, il n'avait pas consommé de l'alcool, hein, c'était simplement le fait d'avoir été aspergé, mais ça peut avoir des conséquences qui peuvent être assez marrantes, voire parfois, comme je l'ai dit, donc avec Tom Simpson et d'autres sportifs qui ont consommé de l'alcool avant la compétition ou pendant la compétition et qui ont connu donc des drames. À ce titre, donc, après 1967, il faut savoir que sur le Tour de France, il a été strictement interdit de consommer de l'alcool, donc le vin principalement, mais aussi la bière. Et vous avez eu un cycliste dans les années 2000 qui a justement été sanctionné disciplinairement parce qu'il a consommé donc un verre de bière tendu par un spectateur. De mémoire, il me semble que c'était sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Voilà. Il y avait des traditions également en matière de cyclisme, c'est-à-dire qu'à l'issue des étapes, les cyclistes se rendaient donc dans les cafés des villes qui accueillaient les étapes du Tour de France et ils consommaient là aussi donc, du vin ou certains alcools. Donc, la question traditionnelle de la consommation de l'alcool par les sportifs est une question qui est assez récurrente. Rien ne vient interdire à un sportif de consommer de l'alcool après la compétition. Rien ne vient non plus interdire à un sportif de consommer du vin avant la compétition. En revanche, aujourd'hui, au XXIe siècle, l'ensemble des réglementations sportives interdisent aux sportifs, comme c'est le cas en l'occurrence du sportif néerlandais de mémoire, qui a consommé donc ce verre de bière sur le Tour de France dans les années 2000, l'ensemble des réglementations sportives interdisent la consommation de vin, pour ce qui nous concerne, pendant la compétition sportive. On verrait mal, bien évidemment, un joueur de football, à la mi-temps, boire un verre de vin au bord de la touche, c'est quand même des situations qui sont assez problématiques, d'autant plus que les sportifs aujourd'hui, et ça va m'amener à ma seconde interrogation, les sportifs aujourd'hui sont des personnalités qui sont des personnalités publiques. C'est-à-dire que ce sont des images auxquelles donc les spectateurs, les supporters, mais également donc le grand public peuvent s'identifier et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Ça me conduit donc à aborder une seconde question sur laquelle je m'intéresserai davantage. C'est la question toute simple de savoir s'il est possible de parler, tout simplement de parler de vin dans le sport. Alors cette question renvoie traditionnellement aux relations entre le vin et le sport, appréhendées donc sous le prisme du droit. Et en particulier, la question de la communication sur le vin dans le sport. Alors, autant le dire tout de suite, la réponse est là encore positive. Il n'est pas interdit de communiquer sur le vin dans le sport. Il n'est pas interdit de parler de vin dans le sport. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer au cours donc, de cette seconde partie de conférence qui va être quand même un petit peu plus longue. On pense souvent, à tort d'ailleurs, que la communication en matière viticole dans le sport est interdite. Et on pense traditionnellement à certaines dispositions législatives dont vous avez sans doute entendu parler, que vous connaissez sans doute peut-être, voire même peut-être très bien, à savoir donc la fameuse loi Evin, loi Evin donc adoptée le 10 janvier 1991, qui interdit cette communication, mais en réalité, la loi Evin n'interdit pas à proprement parler le fait de communiquer sur le vin dans le sport. La loi Evin va simplement interdire certains aspects de communication et en particulier certains supports de communication. Au sein du Code de la santé publique, nous avons donc un article L3323-2, donc L3323-2 du Code de la santé publique, qui est l'article de référence qui permet justement de considérer si certains supports
sont autorisés pour communiquer sur le vin et si, au contraire, certains supports sont interdits pour communiquer sur le vin. Si l'on prend cet article L3323-2 du Code de la santé publique, on peut s'apercevoir, in fine, donc à la fin de l'article, qu'il est interdit donc de communiquer sur les alcools, de manière générale, à travers donc des opérations de parrainage. Je vais y revenir. On peut également s'apercevoir, et là on va toucher directement à la matière sportive, que le 9e de l'article L3323-2 du Code de la santé publique autorise la communication sur le vin, puisqu'on va parler de vin, à travers donc les services de communication en ligne, autrement dit, à travers Internet. Mais cet article 9e autorise donc la communication en ligne en faveur donc des boissons alcooliques, mais interdit de communiquer à travers ces supports, donc à travers Internet, à destination donc des associations sportives, et c'est très important, des sociétés sportives, là encore c'est très important, des fédérations sportives ou bien des ligues professionnelles. J'y reviendrai puisque la liste qui est interdite par l'article 3323-2, 9e du Code de la santé publique, est une liste qui est limitative. Et on peut déjà s'apercevoir que parmi cette liste, il y a donc les associations sportives, les sociétés sportives, les fédérations sportives, les ligues professionnelles sportives, mais il n'y a pas les sportifs. Au regard de l'article 3323-2 du Code de la santé publique, sont donc interdits, comme je l'ai dit, in fine, les opérations de parrainage. Alors, c'est très important puisque la question du parrainage du sport par le vin est une question qui est assez délicate. Et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'il est tout à fait possible de parler et donc de communiquer sur le vin dans le sport sans passer nécessairement par ces opérations de parrainage. Alors, pour cela, il est nécessaire de se référer à la définition du parrainage. Et cette définition du parrainage, elle n'est pas prévue par l'article L3323-2 du Code de la santé publique. Elle est prévue donc par un arrêté du 6 janvier 1989 relatif donc à la terminologie économique et financière. En l'occurrence, le parrainage se définit donc comme un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. La question qui va se poser va donc être tout simplement celle de savoir s'il est possible de communiquer à travers donc ces opérations qui consistent en des soutiens matériels apportés à une personne, à une manifestation, une personne sportive, une manifestation sportive, une organisation sportive, un produit sportif, puisque le sport est aussi un produit qui peut être marchand. Hein. Si on pense notamment aux manifestations sportives, elles font l'objet, bien évidemment, de flux économiques. Hein. Donc, ce sont considérés, bien évidemment, comme des produits. La question traditionnelle qui se pose est de savoir donc si il est possible pour une entreprise qui agit donc dans le secteur vitivinicole de pouvoir communiquer sur le vin et de pouvoir donc parler librement du vin. Alors, ce qui va lui être interdit, c'est bien évidemment, au regard donc de l'article L3323-2 du Code de la santé publique, de réaliser des opérations de parrainage, puisque toute opération de parrainage est interdite. Mais en réalité, cette question du parrainage est une question assez restrictive. Je vais essayer de vous le démontrer, puisque nous avons justement eu un arrêt qui a été rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 juillet 2017, dans lequel la Cour de cassation a considéré qu'il était tout à fait licite d'ériger autour d'une enceinte sportive des panneaux en faveur d'une boisson alcoolisée. Donc, bien évidemment, en faveur du vin, cela est tout à fait possible, mais qu'il était également possible d'exécuter au sein de l'enceinte sportive des contrats
de prestation de services et en particulier donc de relations publiques au sein d'un stade. Ce qui signifie très concrètement que la chambre criminelle de la Cour de cassation autorise en particulier le fait d'ériger donc au sein même d'une enceinte sportive des panneaux qui vont permettre de mettre en valeur une production vitivinicole, donc une marque par exemple vitivinicole, une marque de vin, une marque de champagne bien évidemment. Il est tout à fait possible donc de voir ces panneaux fleurir au sein même d'une enceinte sportive, avec tout de même une petite précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, donc le 11 juillet 2017, et c'est cette précision-là qui permet de rendre licite l'opération par laquelle il est possible de communiquer sur le vin au sein de l'enceinte sportive. Cette petite précision, c'est que les panneaux doivent avoir une signalétique commune avec les autres panneaux publicitaires. Autrement dit, on ne doit pas utiliser les signes distinctifs de l'entreprise pour pouvoir promouvoir son produit, et en particulier son produit vitivinicole. On doit utiliser une signalétique commune, ce qui induit pour l'enceinte sportive et pour l'exploitant de l'enceinte sportive d'avoir donc une signalétique commune sur l'ensemble donc des panneaux, avec la possibilité simplement d'indiquer le nom de l'entreprise vitivinicole. Et à l'évidence, si tel était le cas, il est tout à fait possible pour cette entreprise de bénéficier également donc d'une loge, et c'est ce que nous dit l'arrêt rendu par la Cour de cassation, bénéficier donc d'une loge au sein de laquelle il est possible, là encore, alors non seulement de consommer du vin, mais également de communiquer sur le vin. Voilà. Donc cette précision est quand même assez importante, puisqu'on pense traditionnellement qu'il n'est pas possible de pouvoir afficher des panneaux au sein même d'une enceinte sportive en faveur d'une production vitivinicole, et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. En revanche, il faut apporter une petite précision, c'est sur la diffusion de la manifestation sportive, puisque on va se retrouver confronté à une autre interdiction, à savoir qu'il est interdit de communiquer sur le vin, en l'occurrence sur un alcool, à la télévision. En dehors de certaines situations très particulières, notamment dans le cadre haineux touristique, mais là on n'est plus dans le cadre haineux touristique puisqu'on est dans le cadre d'une manifestation sportive, il n'est pas possible de communiquer sur le vin à la télévision. Donc le risque auquel on peut être confronté est un risque assez simple, c'est simplement celui que le fameux panneau sur lequel donc figure le nom de l'entreprise vitivinicole apparaisse à la télévision. Alors pour cela, on peut bien évidemment travailler avec l'exploitant de l'enceinte sportive pour justement que les caméras ne soient pas situées de manière à ce que le panneau puisse apparaître à la télévision. Voilà. De la même manière, vous l'aurez compris, il est interdit, mais là, ça paraît tout à fait logique, de voir apparaître sur le maillot d'une équipe sportive le nom d'une entreprise vitivinicole, puisque là, on ne pourra pas faire autrement, bien évidemment, que de diffuser le sportif avec son maillot à la télévision. Mais on a donc cette petite possibilité sur le fait d'insérer des panneaux au sein d'une enceinte sportive. Et puis, pour revenir donc à l'article 3323-2 du Code de la santé publique, il est également possible, et c'est sur ce point-là que je voudrais insister, il est également possible de communiquer sur le vin dans le cadre du sport en utilisant l'image sportive. Alors, quand je parle d'image sportive, c'est l'image relative à un élément qu'on peut retrouver de manière générale, une entité qu'on peut retrouver donc au sein d'une manifestation sportive. Et cette communication à travers l'image va être rendue possible par un autre contrat que le contrat de parrainage, qui va être ce que l'on appelle le contrat de cession. Et en particulier, donc, le contrat de cession d'image, le contrat de cession de marque, potentiellement. Alors, pour cela, j'ai donc décidé de vous présenter comment est-ce qu'il était possible de communiquer sur le vin en utilisant l'image
sportive à travers donc trois grandes thématiques. Trois grandes thématiques qui renvoient de manière un petit peu perverse aux dispositions de l'article L3323-2 du Code de la santé publique, puisque notre article L3323-2 interdit donc de communiquer sur le vin sur les services de communication en ligne édités par les associations sportives, donc le club sportif sous la forme associative, par les sociétés sportives, le club sportif sous la forme sociétale, les fédérations sportives et les ligues professionnelles. Mais on ne parle pas du sportif. Et donc, il est tout à fait possible de communiquer sur le vin en utilisant l'image du sportif. Et je vais vous montrer un certain nombre d'illustrations pratiques à travers lesquelles il a été, et il est d'ailleurs, tout à fait possible de communiquer donc, sur le vin en utilisant l'image du sportif. Je vous parlerai ensuite de la possibilité de communiquer sur le vin en utilisant l'image d'un club sportif, ce qui englobera à la fois l'association et la société sportive. Et puis, même si cela est un peu plus compliqué, il est également possible de communiquer sur le vin en utilisant donc l'image d'une fédération sportive ou d'une ligue professionnelle. Alors, avant simplement d'aborder ces questions-là, il me paraît quand même important de vous préciser une chose. Nous sommes dans le cadre franco-français, c'est-à-dire que la loi E20, l'article en particulier L3323-2 du Code de la santé publique, est considérée donc comme ce que l'on appelle une loi de police, ce qui signifie qu'elle s'applique à l'ensemble des personnes qui sont situées sur le territoire français ou qui voudraient communiquer sur le vin sur le territoire français. Bien évidemment, il est nécessaire de regarder dans les autres États comment s'articule la possibilité ou non de communiquer sur le vin à l'étranger. Mais bien évidemment, pour cela, il est nécessaire de se référer donc aux autres législations qui concernent la communication vitivinicole dans le cadre des manifestations sportives. Alors, pour revenir sur la communication en faveur du vin en utilisant l'image d'un sportif, je vais vous présenter quelques petites images, quelques petits reportages, en l'occurrence, qui ont été réalisés à propos de sportifs qui sont devenus des viticulteurs. Et en particulier, donc, une personne que vous ne connaissez peut-être pas, voilà, un certain Franck Schizano. Alors, moi, je le connais très bien, puisque, donc, comme vous pouvez le voir, et je suis désolé pour nos amis champenois, je vais parler un petit peu de Limoux, voilà, puisque Narbonne étant dans le département de l'Aude, Limoux également, on n'est pas très très loin. Mais donc Franck Schizano est un ancien joueur de rugby qui a porté notamment les couleurs donc, de Toulon, de Narbonne, mais également donc, du Stade Toulousain, et qui a donc décidé de se reconvertir dans la filière vitivinicole. Bien évidemment, et donc là, je vous ai mis un petit article réalisé donc par le magazine L'Express, dans lequel justement Franck Schizano communique sur le fait que c'est un ancien sportif devenu viticulteur. Donc, on ne peut pas lui interdire, bien évidemment, de parler de sa vie passée et donc de la mettre en lien avec sa vie présente. Autre exemple que je voulais vous présenter, puisque vous ne connaissez peut-être pas Monsieur Schizano, qui, au petit passage, même si je n'ai pas d'action, fait du très bon vin, je voulais vous parler d'une autre personne que vous connaissez peut-être. C'est donc le regretté Christophe Dominici. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Christophe Dominici, qui donc est décédé dernièrement et qui lui aussi a décidé donc de se lancer dans l'aventure vitivinicole à travers donc la création de son entreprise et donc la maison Dominici, au sein de laquelle bien évidemment il communique sur le fait que c'est un ancien international de rugby à 15 français qui a notamment battu les All Blacks en 1995, etc., qui a joué au Stade français, et j'y reviendrai sur le club du Stade français tout à l'heure. Donc, il est tout à fait possible pour lui aussi, bien évidemment pour les personnes qui sont à la tête actuellement donc, de l'entreprise, de communiquer sur son passé de sportif professionnel. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, on est dans le vin, on est dans le rugby. Oui, mais on a également d'autres sportifs. J'aurais pu vous citer deux anciens joueurs des Girondins de Bordeaux,
donc Joanne Micou et Mathieu Chalmé, qui ont eux aussi décidé de s'associer et d'acheter donc une exploitation dans le Bordelais. Mais je comptais vous parler d'une autre personne qui est quand même une personne assez importante dans le football français, puisque c'est une ancienne gloire du football français, à savoir donc Jean Tigana, qui, alors ça me permettra de faire un petit peu le tour des régions vitivinicoles, qui lui a donc décidé d'acheter une exploitation en Provence, à Cassis en l'occurrence, et il communique sur le fait que je suis sur le site de la Donia Tigana, voilà, le nom de son domaine. Il communique sur le fait que c'est un ancien professionnel de football qui a été également entraîneur par la suite, qui a connu une très très belle carrière. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent M. Tigana. C'est bien évidemment là aussi possible de communiquer sur son passé de sportif et la transition avec l'activité actuelle qui est donc celle d'exploitant vitivinicole. Il est également possible d'utiliser l'image d'un sportif en activité actuellement pour pouvoir communiquer sur le vin. Puisque, bien évidemment, cela n'est pas interdit par l'article 3323-2 du Code de la santé publique. On ne parle que des associations sportives, des clubs sportifs, des ligues et des fédérations sportives, mais on ne parle pas de sportifs. Et il y a ici donc une faille assez importante de la loi E20 qui, il faut le dire, a assez mal vieilli, puisqu'elle a du mal à prendre en considération l'arrivée des nouvelles technologies. Et je veux bien évidemment parler donc des réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux qui sont bien évidemment des outils de communication extrêmement puissants à destination donc des consommateurs et sur lesquels il faut s'appuyer justement pour communiquer sur le vin. Alors, bien évidemment, on peut utiliser Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat même. On peut envoyer rapidement une photo d'un vin à un ami, puis de toute façon, le message va disparaître. Donc, il est totalement impossible de pouvoir contrôler ce genre de communication en faveur des boissons vitivinicoles. Et il est également possible, et je vais vous montrer une image d'un sportif qui est connu sur la planète entière, voilà, un joueur de football, qui a donc prêté son image à une marque, et en particulier une marque que vous connaissez sans doute, c'est donc le joueur Neymar, qui donc sur son compte Twitter, on ne peut pas passer à côté, hein, son compte Twitter a donc publié cette image. Donc, bien évidemment, il fait la fête avec ses amis, mais ce qui est important en matière de communication sur le vin, c'est que vous avez justement les bouteilles de champagne. Et donc, cette image-là a été vue sur l'ensemble de la planète. On peut associer donc cette marque vitivinicole avec donc le joueur de football Neymar. Il est donc tout à fait possible d'utiliser ce genre de communication et il faut d'ailleurs l'utiliser au maximum puisque on peut également donc avoir le recours à des influenceurs. Ce n'est pas vous directement qui allez concrètement communiquer, ce sont les influenceurs qui vont communiquer pour vous sur votre produit vitivinicole. On peut également avoir recours à des opérations de storytelling. Si on revient un petit peu sur le passé sportif de certains viticulteurs, on peut là aussi parler de storytelling. On peut également avoir des opérations de co-branding, sans parler bien évidemment des nombreux hashtags qui permettent justement de relayer l'information. Et ce n'est pas vous, en tant qu'exploitant vitivinicole, potentiellement pour ceux qui sont présents, qui allez directement communiquer. Donc, il est tout à fait possible de communiquer sur le vin en utilisant l'image d'un sportif. Et petite particularité, et c'est ce que je voulais vous montrer, il est également possible de réaliser des cuvées en hommage à des sportifs. Et en l'occurrence, voici donc, alors vous les connaissez peut-être ou peut-être pas, en l'occurrence donc Jacques Cristina et Christian Lopez. Christian Lopez peut-être davantage, ancien joueur de football donc de la Saint-Étienne notamment, international français également, avec donc une cuvée hommage réalisée donc par ce viticulteur qu'il a donc intitulé Les deux capitaines, avec donc opération publicitaire bien évidemment en faveur de la sortie de la cuvée viticole. C'est également tout à fait possible.
Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. On pourra revenir après, parce que je vois que le temps avance assez vite, sur ces situations. Je voulais également vous parler de la communication en faveur du vin en utilisant l'image d'un club sportif, à travers notamment ce que l'on appelle donc les sessions de marque. Sessions de marque par lesquelles un club sportif va autoriser un viticulteur à utiliser la marque et à l'associer. On n'est absolument pas dans le cadre d'une opération de parrainage. Et je vais rendre hommage donc à un viticulteur que vous connaissez peut-être, qui est quand même assez connu de mon côté de la France, voilà, au sud de la France. C'est donc Gérard Bertrand, ancien joueur de rugby, lui aussi donc capitaine du Stade français, qui a donc décidé de s'associer avec le club du Stade français afin donc de créer des cuvées spéciales Stade français, en utilisant donc bien évidemment le nom de l'entreprise, Gérard Bertrand, et en utilisant, alors on ne le voit pas très bien, je ne sais pas si vous le voyez bien, en utilisant également le nom du club, puisqu'il y a donc ici une session de marque réalisée donc de la part du club du Stade français au profit de Gérard Bertrand. Il est également possible d'essayer de détourner la communication viticole en utilisant l'image d'un club, notamment, on peut parler d'un club afin de communiquer sur le vin. Je pense dernièrement au rachat avorté du club des Girondins de Bordeaux, pour lequel vous aviez donc un industriel français propriétaire d'un château viticole dans le Bordelais qui avait annoncé dans la presse essayer de créer un consortium de propriétaires viticoles bordelais pour essayer justement de racheter le club, ce qui ne s'est pas fait, mais on a eu la communication dans la presse de l'existence d'un certain nombre de personnes qui communiquaient sur le vin, sur le fait d'être propriétaire du vin, en lien avec le rachat avorté donc du club des Girondins de Bordeaux. Il est également possible de créer donc des business clubs autour des clubs sportifs. Business clubs qui peuvent se créer donc bien évidemment depuis le club sportif ou autour du club sportif à travers donc des soirées qui peuvent être organisées et pas uniquement des soirées qui peuvent être organisées dans le cadre des manifestations sportives. On peut également avoir rapidement la possibilité de créer des sondages auprès des spectateurs afin de savoir quel est le vin préféré du supporter, du Stade de Reims par exemple, du supporter de l'association sportive Béziers-Hérault, de l'USAP en matière de rugby, etc., etc. Et ensuite de communiquer donc sur le résultat de ce sondage en disant le vin de telle appellation ou tel nom est le vin préféré du supporter rémois, par exemple. Voilà. Bien évidemment, en utilisant les modes traditionnels de communication, donc les panneaux publicitaires, avec bien évidemment toutes les mentions relatives à la date du sondage, aux résultats du sondage, etc., etc. Et puis, je voulais vous parler d'une dernière chose, très rapidement, c'est la possibilité d'utiliser l'image d'une fédération sportive ou d'une ligue professionnelle pour communiquer sur le sport. Alors pour cela, il faut bien évidemment que la fédération sportive ou que la ligue professionnelle soit d'accord pour céder temporairement, bien évidemment, son image pour communiquer sur le sport. Et je voulais vous parler donc de mon expérience personnelle, puisque au-delà de mes activités universitaires, d'enseignement et de recherche, j'ai également été donc membre du comité directeur de la Fédération française de rugby à 13, qui est une fédération moins importante que la Fédération française de rugby, et notamment en charge donc des questions relatives à la réglementation sportive. Et nous avions organisé à l'époque une cérémonie de remise de prix à destination des sportifs, cérémonie qui était intitulée donc les 13 d'or, comme on peut voir, la cérémonie de remise des diplômes du meilleur joueur de football de l'année, le trophée FIFA, du ballon d'or, etc., etc. En matière de rugby à 13, on avait donc cette cérémonie qui a été organisée. Et au cours de cette cérémonie, nous avons donc demandé à une exploitation de vins effervescents de la région Languedoc-Roussillon, on va dire. Vous allez sans doute rapidement vous apercevoir de
de quel vin il s'agissait, pour justement créer une cuvée spéciale 13 d'or. Et en l'occurrence, je vais vous la montrer. Voilà, lors de cette cérémonie, on peut voir donc ici, alors si j'y arrive, que nous avons donc la bouteille de vin effervescent avec donc une image utilisant la Fédération française de rugby à 13. Voilà, avec donc 2 membres du comité directeur. Et en l'occurrence, j'ai fait exprès de prendre exclusivement des membres féminins, puisqu'il n'y a pas que les hommes, que les sportifs qui boivent du vin, qui peuvent communiquer sur le vin. Il y a également les femmes qui peuvent boire du vin et communiquer sur le vin. Voilà ce que j'avais à vous présenter. J'étais peut-être un petit peu plus long que ce qui était prévu. Donc, je vous laisse la parole pour les éventuelles questions. Sachez simplement que je suis, comme je l'ai dit, une nouvelle fois ravi de vous avoir présenté cette petite conférence et potentiellement que j'aurai le plaisir de vous retrouver peut-être un jour en présentiel. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain, pour cette conférence bien intéressante. J'ai proposé voilà, aux auditeurs de poser des questions. On n'en a pas pour l'instant. Écoutez, n'hésitez pas. On est là pour vous. Et puis voilà, même si vous voulez prendre la parole, ça peut se faire. Éventuellement, on n'est pas beaucoup. Sollicitez-nous et puis on vous tend le micro. Mais on n'a pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à profiter. Hein. Si je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir. Alors, j'ai l'impression que Franck n'est plus connecté. Un souci également. Ah, il est... Je vois la question posée Voilà, par... vous pouvez lire quand même la question voilà, dans le chat, effectivement. Ah, non, revoilà Franck, apparemment. Bon, bon, c'est pas grave. Donc, voilà, de Monsieur Blanc, Jean-Romain. Oui. Oui, à laquelle je vais Voilà. répondre. Donc, la communication pour les événements festifs et viticoles est permise, j'en ai pas parlé, elle est permise donc par l'article L3323-2 du Code de la santé publique au regard notamment donc, de certains supports, c'est-à-dire dans le cadre des fêtes et foires traditionnelles en lien avec le produit. Et en l'occurrence, il est possible, on a un certain nombre d'événements festifs et viticoles qui sont organisés en France. Il est tout à fait possible de communiquer sur le vin au moment de ces manifestations, comme c'est le cas, par exemple, donc, du marathon du Médoc. Voilà. Mais on n'est pas dans les interdictions de l'article 3323-2. On est au contraire dans l'autorisation par la communication via les fêtes et les foires traditionnelles en lien, en ce qui nous concerne, avec la filière vitivinicole. De préciser une chose, c'est qu'on peut également envisager la question de l'œnotourisme, puisque justement, on peut profiter de ces fêtes et foires traditionnelles en lien avec les activités, avec la filière vitivinicole, pour promouvoir la région viticole. Et donc, on va entrer dans ce qui, en plus, nouvelle autorisation, ce qui est en plus autorisé donc via les communications œnotouristiques. Alors, une autre question de Keïla. Demande, est-ce qu'il y a des modifications prévues de la loi E20? Alors, il y a eu... EVIN au passage. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives de modification. Alors,
il y a déjà eu des modifications, hein, puisque Internet, notamment l'arrivée d'Internet, a permis de, entre guillemets, moderniser l'article 3323-2 en autorisant justement la communication via les services de communication en ligne, et donc c'est Internet. Et puis, il y a eu des tentatives de modification. Il y a eu notamment une proposition de loi d'un certain nombre de députés visant à autoriser justement le parrainage, proposition de loi de 2019 de mémoire, proposition de loi donc visant à autoriser le parrainage des clubs sportifs, des manifestations sportives par une entreprise vitivinicole ou par les brasseurs uniquement. Et cette proposition de loi est pour le moment restée lettre morte. Alors, c'était quand même quelque chose de très intéressant, puisque la modification qui était envisagée, c'était donc la modification de l'article 3323-2, in fine, donc toute opération de parrainage est interdite, sauf pour les entreprises donc, de la filière vitivinicole et les entreprises et les brasseurs, pardon, à condition, c'était conditionné, à condition qu'il y ait une partie du parrainage qui soit reversée à des associations de lutte contre l'addictologie et contre l'alcoolisme. Donc, c'était quand même une proposition de loi qui ne visait pas directement à ouvrir la boîte de Pandore en communiquant à outrance sur le vin ou sur la bière en matière sportive, avec quand même cette restriction qui venait légitimer les dispositions du Code de la santé publique sur justement le reversement d'une indemnité aux associations qui visent à lutter contre l'alcoolisme et contre les addictologies. Voilà. Mais là, actuellement, on n'a pas de modification qui est envisagée, même si ces députés qui avaient déposé cette proposition de loi sont toujours députés. Hein. Voilà. Donc, l'idée fait son chemin et potentiellement que dans peu de temps, il y aura à nouveau une proposition de loi visant à faire évoluer la communication en faveur donc des produits viticoles via donc la question uniquement du parrainage, puisqu'après on peut communiquer autrement que par le parrainage. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse, Romain. Je n'ai pas d'autres qui arrivent pour l'instant. Oui, rapidement, j'ai été déconnecté tout à l'heure. Je parlais de la tendance. Est-ce qu'on peut noter une tendance mondiale dans d'autres pays, comme par exemple, je sais pas, sur les paquets, sur les étiquettes en Australie, par exemple, ils sont très avancés. On est à deux doigts de marquer voilà, des choses pires que sur les paquets de cigarettes, sur les bouteilles. Enfin, il y a des tendances comme ça. Donc, est-ce que sur le côté du sport, on est aussi sur la même tendance ou alors non, c'est très disparate selon les pays? Alors justement, au sein de l'Union européenne, il y a quand même donc il y a quand même eu une prise de conscience des effets néfastes de certains produits sur lesquels on communiquait dans le sport. Donc le vin en fait partie, mais le vin n'est pas non plus le produit le plus entre guillemets stigmatisé, puisque pendant très longtemps, pour ceux qui sont on va dire, qui ont un peu plus de 30 ans, vous avez peut-être connu les événements sportifs qui étaient parrainés notamment par des marques de cigarettes. Voilà. Et en particulier, notamment la Formule 1, puisque si on se souvient donc de l'écurie Ferrari, il y avait donc Marlboro d'indiquer sur la voiture. Désormais, cela est interdit au sein de l'ensemble des États de l'Union européenne. Pour le vin, on n'est pas du tout sur la même situation, puisque, au contraire, et en particulier en France, on essaie justement de valoriser les productions vitivinicoles. Et, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a également la question des brasseurs. On ne parle pas des autres alcools, mais le vin et la bière sont quand même deux alcools qui n'ont pas la même image, on va dire, auprès donc de nos parlementaires, qui justement parfois essaient d'exonérer la filière vitivinicole de certaines obligations, qui essaie d'exonérer également la filière des brasseurs de certaines obligations, afin justement de les dissocier. Donc, on a l'alcool, la communication sur l'alcool est quand même assez encadrée, mais le vin
et bon, la bière également, bénéficient d'un statut un petit peu particulier dans l'image et donc dans l'affection que peuvent avoir nos politiques, justement en particulier en matière de communication. Très bien, merci. Avec plaisir. Écoutez, on va peut-être clore cette soirée ici. C'est vraiment intéressant. Je vous remercie. On a enregistré, donc on pourra, je sais pas comment on va mettre, je sais plus comment on met à disposition et quand. Peut-être Marion, si peut-être peut nous redire comment la conférence sera accessible après ce soir. La conférence sera donc accessible sur notre chaîne YouTube et puis sur les podcasts de l'Institut, comme à chaque fois, après chaque rendez-vous de Bacchus. Voilà, vous aurez Voilà. l'information. N'hésitez pas à dire à vos amis ou vos connaissances, vos collègues qui pourront avoir une séance de rattrapage voilà, pour cette conférence bien intéressante. Merci beaucoup Merci. d'avoir été là. Merci Romain. Merci beaucoup Vraiment, et puis, pour tout le travail réalisé. on aurait bien trinqué ensemble à discuter. Exactement, ça aurait été avec grand plaisir. Comme on le fait d'habitude. Et une première pour moi également de découvrir la ville de Reims que je ne connais pas. Donc, je le regrette d'autant plus. Voilà. On va le faire. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et à bientôt pour un prochain rendez-vous de Bacchus qui se profile en février. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci pour votre participation. Très bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.